Bonjour, je suis Mélanie Blanc du blog La vie en plus simple et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Ils ont osé. Vous avez certainement déjà entendu des gens vous parler de leurs rêves en vous disant à quel point ils adoreraient faire telle ou telle chose, mais qu'ils ne peuvent pas pour X ou Y très bonnes raisons selon eux. Peut-être vous est-il même arrivé à vous de le dire. Avec cette série de portraits, je souhaite présenter des gens qui ont osé réaliser leurs rêves pour leur plus grand bonheur. J'espère qu'ils vous inspireront pour réaliser les vôtres. On voit vachement les gens qui viennent ici. Je trouve que tu les repères tout d'un coup, un peu quarantenaires comme ça, qui ont lu 2-3 trucs. Ah, ils cherchent cette conversation. La vie d'avant. Bon, nous, on s'est connus au bureau, hein, comme je crois 70% des gens, a priori, on s'est connus au bureau, tous les deux chez BAT, qui est quand même un peu la monstre multinationale, tous les deux dans le marketing. Et puis, après moi, j'ai changé du marketing dans les ressources humaines, et puis Marie, elle est allée dans la com institutionnelle. Quand on a commencé à être ensemble, on avait vraiment tous les deux on peut dire un super job, une super situation, on gagnait hyper bien notre vie, c'était nickel. Après on a eu un premier enfant. Marie, elle a arrêté de bosser pour BAT à peu près quand on a eu notre premier enfant, parce qu'on était déjà parti une fois à l'étranger, puis en revenant de l'étranger, elle a arrêté de travailler pour BAT. Et du coup, à ce moment-là, elle a retravaillé un petit peu, mais à temps partiel. Et puis après, on a eu les jumelles. Du coup, avec 3 enfants, elle a décidé d'arrêter complètement de travailler. Puis c'est vrai que moi, pendant ce temps-là, j'ai eu pas mal de promotions qui faisaient qu'on arrivait à vivre super bien, en tout cas aussi bien qu'avant, avec un seul salaire. Puis c'est vrai que on était un peu le couple standard avec le mec qui bosse et puis la femme au foyer dans une super belle maison. C'était vraiment stéréotypique. Et puis, sincèrement, ça nous plaisait pas. Je crois pas. En tout cas, Marie, ça la dérangeait pas. Je crois que t'as toujours dit que tu trouvais ça cool. Mais moi, c'est vrai que ça m'a jamais plu, cette idée d'être au bureau tout le temps et puis de pas mieux partager notre vie active, si on veut bien. Moi, j'ai toujours eu envie de faire quelque chose qui avait du sens pour moi. Simplement du sens. Et pour moi, je dis de grimper les échelons hiérarchiques dans une multinationale, ça avait aucun sens. Ça m'amenait pas ça amenait de la fierté en plus à mon père qu'à moi, sincèrement. Non, mais c'est vrai, ça m'a jamais touché d'être directeur dans une multinationale, ça me faisait ni chaud ni froid, très sincèrement. Les privilèges d'être membre de la direction, ça m'a jamais vraiment fait plaisir. Et du coup, j'ai toujours eu beaucoup plus d'admiration pour des gens qui avaient créé quelque chose. Et pour moi, c'était un truc hyper important. La naissance de l'idée. Quand on avait les 3 enfants, on est parti une fois faire un tour à vélo avec les 3 enfants, nos petits chariots, nos machins, puis on allait faire ce que les gens font aujourd'hui quand ils viennent chez nous, c'est-à-dire faire des vacances autour de chez nous. On a fait 3 jours B&B, camping autour de chez nous à vélo. Et dans le premier endroit où on s'est arrêté, c'était une magnifique ferme à Ottawa. Il y avait dans le salon un superbe livre sur les cabanes dans les arbres, et c'est là qu'on a un peu découvert le concept des cabanes dans les arbres. Marie, elle a essayé de réserver pour dormir dans les arbres, nous, pour faire cette expérience, parce qu'on trouvait hyper cool. À ce moment-là, on n'imaginait pas du tout qu'on voulait faire des cabanes dans les arbres. Et puis c'est quand elle a essayé de réserver qu'elle s'est rendue compte qu'on n'arriverait pas, parce que le seul endroit qui était près de chez nous, c'était rempli 2 ans à l'avance quasiment à cette époque-là. Ouais. Et puis qu'elle s'est dit, mais le mec il a 4 cabanes, il les loue tant par mois. Elle a commencé à sortir sa calculette, elle s'est dit, mais c'est les couilles en l'air. Et puis elle a commencé à regarder le jardin, elle a dit, on a plein d'arbres nous. Et puis c'est parti là. Alors après c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que pour pouvoir on se fait pas tout de suite des couilles en or rentrer dans des cabanes. Non, je l'ai appelé que j'avais une idée, c'est aussi un peu foutu de ma... Ouais. Quand elle m'a appelé, elle m'a dit ouais c'est bon, j'ai trouvé une idée, on va changer de vie, on va faire des cabanes dans les arbres. J'ai fait écoute, je continue à bosser encore un petit moment puis on en parle ce soir. Vous avez eu l'idée, après vous avez un peu ça a trotté dans vos têtes. Moi déjà comme j'étais à la maison, que j'avais du temps,
j'avais vraiment le temps de me renseigner. Déjà, c'est parti de là. Puis après, moi, je me suis dit, mais finalement, ça nous plaît, on trouvait l'idée sympa, je pouvais, moi, le faire depuis la maison. Au départ, on n'avait pas forcément tout de suite pensé que Reno, il allait tout quitter pour ça. Donc, on s'est dit, finalement, ça peut être une bonne transition. Moi, je commence, et puis on verra. C'est une chouette activité que je peux faire depuis la maison quand les enfants, ils sont petits. Et puis après, en fait, on a reçu le permis de construire. Et puis, je pense qu'à peu près, je ne me rappelle plus, mais dans un mois après, disons, ils lui ont proposé de partir à Hong Kong. Puis, c'est clair que dans la balance, ce n'était pas tout à fait la même chose d'avoir mon petit permis de construire pour 3 cabanes ou bien le méga job à Hong Kong. Puis, en plus, on avait envie d'y aller en Asie. On avait toujours dit que c'était un truc qui nous plairait. Donc, en fait, on s'est dit, on part et puis on verra bien pour les petites cabanes. Ouais. Et en fait, quand on était là-bas, comme le permis de construire, il était valable à durée limitée, on a dit c'est dommage de le perdre, donc on les construit. Et alors là, c'est clair que dès qu'elles étaient là physiquement, qu'on recevait les photos de mes parents qui étaient eux ici, parce que tout ça se faisait à distance. Renaud il était revenu 2 fois. 12 000 km de nos cabanes. Ouais, mais Renaud il est revenu 2 fois. Toi, justement, t'étais revenu avec les photos. Là, toi, tu commençais à être un peu pris par le truc. Ce qui les a confortés dans leur projet. Chaque fois qu'on rencontrait des gens et tout, on disait on construit des cabanes dans les arbres, dans notre jardin. Et puis là, on était vraiment dans une communauté d'expats, de gens qui avaient des super jobs et tout. Et on voyait les regards qui s'allumaient, quoi. C'était vraiment le truc, la cabane, quoi. Ça faisait rêver tout le monde. Et tout le monde nous disait super idée, super idée, super idée. Puis là, on s'est dit, mais peut-être qu'on est quand même pas complètement à côté de la plaque, quoi. On rencontrait personne qui était indifférent, donc ça nous a un peu travaillé. Et puis parallèlement à ça, on voulait pas rentrer dans le circuit expat, on voulait pas changer de pays tous les 2 ans. Toi, tu voulais quand même réduire aussi ton temps de travail, donc tout ça faisait que ça nous a amené à prendre ces risques. Ce qui les retenait de ne pas se lancer. Quand t'es là-bas, t'es avec ta monstre villa avec piscine, que tu gagnes super bien ta vie, que tous les week-ends tu peux aller au Vietnam en 1 heure de vol, aux Philippines sur la plage. À un moment, ils ont commencé à nous proposer genre l'Australie, tu vois, des c'était trucs. C'était la surenchère. Un peu la surenchère, puis c'était dur quand même. Qu'on commençait à. De dire non à un poste en Australie, sur la plage à Sydney, on commençait à se dire, oh merde, on pourrait peut-être encore quand même juste faire un poste, et puis tu vois, parce qu'on disait finalement elles sont là, ces cabanes maintenant elles sont construites, donc on pourrait aussi partir, faire encore un truc, si c'est vraiment sympa, et puis après on revient. Ce qui ne les satisfaisait plus dans leur vie. On se projetait absolument pas dans 10 ans à notre 8e poste avec des gens qui sont complètement superficiels, qui n'ont pas d'amitié, ou alors des amitiés complètement éphémères. C'est quelque chose qui était très éloigné de nos valeurs. Sincèrement, on s'est vraiment senti complètement en décalage avec cette relation, que ces gens qui étaient plutôt agréables, quand t'arrives, c'est super cool. Sympa, mais... Après 3 jours, t'es invité à 8 barbecues, tout le monde se tape dans le dos. Bon, après ils couchent aussi un petit peu ensemble. mais non, mais je veux dire, c'est... Youpi, des nouveaux. Des nouveaux. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est vrai que c'était absolument pas nos valeurs. Le déclic. Ma cousine, elle est malheureusement décédée d'un cancer du sein. À mon âge, quoi. Elle est née la même année que moi. Et c'était vraiment dramatique. Elle a une rémission, puis elle a une rechute et elle est décédée très rapidement. Et franchement, ça nous a mis... de toute façon, c'était une histoire abominable. C'était une personne extraordinaire. Mais ça m'a aussi juste rappelé de me dire, elle n'a pas eu la chance de faire tout ce qu'elle avait envie de faire. C'était quelqu'un qui avait plein d'idées et tout. Ça peut t'arriver à n'importe quel moment de ta vie. Donc, on part 2 ans en Australie. On se dit, dans 2 ans, on pourra faire ce qu'on aime faire. Non, mais ça se trouve, dans 2 ans, tu seras même pas là. Et pas forcément pour cette raison-là. Mais ça m'a vraiment rappelé à l'urgence de dire, si tu veux faire quelque chose, il faut le faire tout de suite. Parce on avait déjà décidé de le faire, mais on repoussait un peu pour ces raisons-là, en disant mais peut-être pas maintenant, c'est cette peur un peu de franchir le pas. Puis c'est vrai que là, ça a été vraiment le déclic. On a dit non, en fait, on sait pas dans 2 ans, on sait pas dans 5 ans. Donc si on a une idée que notre projet il est là, on a tout ce qu'il faut, on doit le faire maintenant. Puis ça nous a vachement poussé, c'est vrai. L'annonce officielle. Il y a un jour où il faisait que de me faire des offres pour que j'aille à Londres prendre ce job, rentrer. Chaque fois des offres un petit peu mieux, à rajouter un truc, à rajouter ci, à rajouter ça. Puis un jour, je sortais du bureau, j'étais au téléphone, j'avais une passerelle là, pour passer par-dessus la route qui amenait au port où je prenais mon bateau pour rentrer sur notre île. Je marchais et j'avais le directeur mondial des ressources humaines du groupe qui essayait toujours de
me rapercher et je lui ai dit maintenant, il faut arrêter. Maintenant, c'est terminé, je ne viendrai pas. C'est fini, il ne faut plus m'appeler. Et je disais, c'est sorti j'ai comme raccroché, ça. ouais, j'ai raccroché. Ah ouais, c'était pas forcément. Et il y a eu vraiment ce moment, je dis, ça a fait gentiment. Et tout d'un coup, il revenait, il me rappelait. Et j'ai dit, maintenant ça suffit, il faut plus m'appeler, c'est terminé. Et là, je me rappelle, j'ai raccroché le téléphone, j'étais assis dans mon siège du bateau, j'étais. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Et là, la décision a été prise. Et là, voilà, oui, mais la décision au fond de nous, je crois qu'elle était là, mais on avait de la peine à. Elle s'est confirmée, quoi. Voilà, tu te laisses toujours un petit filet de sécurité. Là, on a enlevé le filet, on a tout décroché, et puis on était sur notre poutre. Faut pas tomber. Comment se rassurer d'avoir fait le bon choix? Moi, j'ai plus ou moins depuis le départ dit, voilà, nous, on a les deux des bons CV. On a les deux des parents qui peuvent nous aider si on a un problème. On a les deux, on parle plusieurs langues. Enfin, j'ai dit, quelque part, comparé à certaines personnes, on prend assez peu de risques. Parce que, enfin, c'est ce que j'essaie des fois de dire à Renaud quand il voilà, il n'était pas forcément prêt à faire le changement. Je disais, mais c'est pas que si tu quittes ton job, le prochain job que tu vas trouver, ce sera manutentionnaire. Enfin, je veux dire, il y a peut-être que tu retrouveras pas exactement la même chose, mais je pense qu'on a quand même un petit laps de temps où on peut se permettre d'essayer quelque chose. Puis si on doit revenir dans la vie qu'on a aujourd'hui, ce sera possible. Moi, ça m'inquiétait pas trop parce que je me disais finalement, si nous on prend pas le risque, alors personne le prend parce qu'on a plutôt une situation confortable pour le faire. Et financièrement alors? On a divisé notre salaire par 3, mais en même temps, on dépensait pas le 100% de ce qu'on avait avant. Ouais. Donc voilà, on avait... Bon, quand on est revenu, on était un peu parano même. Ah ouais. Oui, t'as toujours l'impression que tu vas te retrouver sous un pont. Ah ouais. Non, puis les premiers mois, on comptait chaque truc, on allait on comptait nos petits tickets, on allait acheter 3 croissants et on devait rentrer tout dans une petite application pour voir combien on dépensait parce que nous, on n'avait juste aucune idée. On n'avait jamais compté 1 centime. Chaque fois, tu tapes 100 balles. Oui, vous dépensiez pas forcément trop, mais vous aviez comme Marie, on n'avait absolument pas des goûts de luxe et tout, mais on s'est jamais demandé est-ce qu'on a les moyens de faire ci ou ça. Si on avait envie, on allait. On faisait ce qu'on avait envie de faire, et en l'occurrence, on dépensait toujours beaucoup moins que ce qu'on gagnait parce qu'on est comme ça, voilà, on n'a pas des monstres bagnoles, on n'aime pas les fringues de marque, on vit relativement simplement. Mais c'est vrai que c'était juste drôle de tout d'un coup devoir compter, ça nous était jamais arrivé de se dire combien j'ai dépensé. On avait fait un business plan, comment on s'est pas lancé dedans les yeux fermés, hein. On avait calculé plus ou moins le revenu qu'on devait avoir, comment on allait structurer ça, et puis donc c'est vrai qu'assez vite on s'est rendu compte qu'on y arrivait, donc c'était que ça allait jouer. Le stress du début. Tout le monde disait c'est super, mais après est-ce que les gens vont venir, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce que les gens allaient réserver, est-ce que ça allait marcher. On avait, à ce moment-là, jusqu'au moment où on ouvre les réservations, et puis là tu fais un refresh toutes les 5 minutes pour voir si quelqu'un a réservé. Non mais c'est rigolo, mais à ce moment-là t'as aucune idée. Et puis là, de février jusqu'au moment où on ouvre au mois de mai, on a 0 revenu, on n'a rien du tout. Donc chaque mois tu prends ton compte épargne, tu mets sur le compte ça nous courant. était pas arrivé de ne pas avoir de revenus depuis 16 ans, hein, je veux dire, ça, tout d'un coup, le 25 du mois, là, passer un truc, là. Non, mais c'est quand même monstre bizarre, ça, c'est sûr, hein. Un conseil avant de se lancer? On avait fixé une date à laquelle on devait... Il y avait l'anniversaire de ta maman, le 30 mai, qui voulait tout le site. Alors ça, on s'est tout de suite dit, si on se fixe pas une date, ça sera jamais assez bien. Ouais. Puis je veux dire, encore aujourd'hui, on fait plein de choses. On change plein de choses encore aujourd'hui. Donc alors, si on avait attendu... De moins en moins, mais disons... Mais c'est vrai qu'on a... Ouais, la première année, on a mis beaucoup... Bah, c'était pas non plus notre métier, donc il y a plein de trucs, on perdait du temps, on perdait de l'énergie. On regarde avec pas mal de sourires nos premiers mois d'activité, là. Aujourd'hui, on se dit, mais comment on a fait pour faire des trucs aussi nuls que ça? Leur concept. Nous, on reste vraiment un B&B insolite, c'est-à-dire que tu viens chez l'habitant, t'es chez nous, t'es accueilli par des gens, c'est pas un hôtel, c'est pas juste, tu vois, en France, il y en a des tonnes de trucs où ils ont 25 cabanes, t'as une réception, t'as que des messages posés partout, tu parles avec personne, puis tu viens dormir dans ton app, tu repars. Nous, on a essayé de créer déjà un univers, je veux dire, quand on visite, on voit bien qu'il y a une certaine... C'est un petit village. Voilà, un petit village, et puis t'es accueilli, t'es chez des gens, je veux dire, ça marche à la confiance. C'est vrai que tous les gens qui sont venus chez nous, ils nous ont vu, que ce soit toi ou moi ou les deux. Que diriez-vous aux gens qui veulent faire des choses mais n'osent pas?
Bah nous, moi je peux pas, on pourrait pas prétendre pousser les gens à quoi que ce soit, mais plus de leur dire que nous, il n'y a pas un jour où on a regretté. Pourtant, il y a des jours qui n'étaient pas faciles, hein, mais pas un jour où on a regretté. En fait, c'est la vie en rose. Je pense arriver à un moment donné qu'on va certainement plus ou moins atteindre maintenant ou bientôt, où là on aura vraiment maintenant une qualité de vie qui est meilleure que celle qu'on avait avant, mais entre deux il faut passer par une étape où il faut y aller, quoi. Ça se fait pas tout tombe seul. pas du ciel, non. Ouais. Et puis du coup on a rencontré aussi peut-être 2-3 personnes qui avaient fait un petit peu le même cheminement, alors pour des choses différentes, mais tu vois que tout le monde passe par là. Je crois que si tu lances quelque chose, il y a un moment donné où il faut mais ça, c'est un problème je pense, actuel, où les gens, ils imaginent que, tu sais, les gens sont tellement impatients maintenant, ils pensent que tu dois passer de ton poste de cadre, gagner super bien ta vie, à être indépendant à la tête d'une entreprise, et puis que ça tourne, quoi. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'il y aura toujours quelque chose entre deux qui va pas être très agréable, mais tu dois effectivement... Tu sais, d'ailleurs, souvent pour ça les gens n'acceptent pas forcément ça, ils veulent se projeter directement. Ils veulent pas ce moment. Ils veulent pas cet interstice où tu as des doutes, où tu sais pas si c'est... Et puis ça, je veux dire, voilà, si tu veux essayer de changer de vie, tu dois être prêt à louper. À mon avis, tu dois être prêt à louper, ça doit faire partie de l'équation. Ouais. Si tu envisages pas que ça ne marche pas, il faut pas le faire. Qu'est-ce que cette nouvelle vie vous apporte ? On n'a jamais été aussi, je pense, productif et aussi réaliste dans nos idées de business qu'aujourd'hui, où on est déjà en train... Tu gagnes aussi en confiance en toi, en expérience, mais aussi intellectuellement, en disponibilité. C'est hallucinant. Je veux dire, on regarde tout avec des yeux d'entrepreneur. Je vais pas monter un film, mais c'est vrai, tout d'un coup, tu dis... c'est bon, t'as fait le pas, alors finalement tu te dis voilà, j'ai un peu de temps, voilà, les enfants ils sont à l'école, alors peut-être qu'on pourrait faire ça ou faire ça. Puis mais c'est vrai que les gens, des fois, je pense qu'ils se lancent pas parce qu'ils se disent mon idée, je pourrais pas gagner mes 150 000 balles par année comme je gagne maintenant avec cette idée-là, mais tu t'en fous, tu commences ton truc. Et puis une fois que tu as ta première idée qui tourne plus ou moins, t'en mets une deuxième, une troisième. Alors ça, tu vas bosser comme un malin, mais puis peut-être que c'est la quatrième qui sera la bonne. Et puis c'est celle-là qui va changer ta vie, puis qui va faire que tu vas enfin te réaliser comme tu veux. Mais il faut pas regarder, je dis, à court terme. Il faut se mettre dans un état d'esprit dans lequel tu peux commencer à réfléchir avec un regard d'indépendant, d'entrepreneur. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui que vous n'aviez pas avant ? J'ai un de mes potes qui me disait justement, et c'est probablement le plus beau compliment au projet, et il me disait, mais un truc qui a tellement changé chez toi, c'est que t'es devenu beaucoup plus positif par rapport à ma vie d'avant, qui était pourtant super cool, hein, vraiment super cool. Il dit, t'es tellement plus positif, t'es tellement plus enthousiaste depuis que tu fais ça. Et je pense que ça, alors, sans faire pleurer les chaumières, mais c'est un peu parce que t'es plus heureux, c'est le bonheur, youhou. Mais c'est aussi parce que tu changes, t'es contraint dans ta vie d'avant à faire des trucs que t'aimes pas, puis ça, tu ressasses des trucs que t'aimes pas. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on fait, nous, au quotidien, que j'aime pas faire, hein, mais de manière générale, tout est beaucoup plus positif et c'est quand même une forme de spirale, de continuité. Hein, c'est un engrenage. Le positif entraîne le positif. Exactement, le positif entraîne le positif, et puis c'est vachement, je trouve, un truc de disponibilité intellectuelle. Mais qui est difficile à mettre en place quand t'es dans ton train-train. Mais quand t'es dans ton train-train, tu vois que des contraintes. Ouais. Alors qu'une fois que tu as changé, que tu es passé à autre chose, donc tu vois les opportunités et puis les contraintes, t'en as plus. De toute façon, tu vas te sortir les pouces pour que ça marche, quoi. Ouais. Donc il faut y aller, et il faut entreprendre. C'est plus de dire que tu t'es plus à ce stade où tu dis t'as peur de perdre, parce que de toute façon c'est bon, ça c'est loin, c'est terminé. Donc tu as ce fardeau qui s'enlève, et puis tu regardes des opportunités. Et votre entourage, comment a-t-il réagi quand vous leur avez parlé de votre aventure ? Non mais les gens... Franchement, alors autant les gens ils disaient c'est une idée géniale, autant tous mes autres amis ils ont dit mais tu sais ce que tu fais aujourd'hui là, tu crois que tu vas gagner ta vie et que tu es trop cabane dans les arbres. C'est sûr, eux, tu vois, typiquement ils comparaient, c'est ce que je dis qu'ils vont pas faire. Eux, ils comparaient mon statut et mon revenu de ma vie d'avant à des cabanes dans les arbres que j'avais fait avec ma femme ici. Et ils disaient, mais ça joue pas, je veux dire, c'est incomparable. C'était justement incomparable, mais c'est sûr, mais c'est aussi pas pour avoir la vie qu'on avait avant qu'on fait ces cabanes dans les arbres. Le but, c'était pas de sortir un monstre salaire, de continuer à vivre de la manière. C'était absolument pas l'objectif. Et eux comprenaient pas que nous, on voulait réduire dramatiquement notre train de vie, qu'on voulait vivre complètement différemment, mettre en avant
avant d'autres choses. Eux, ils pensaient qu'on allait remplacer notre vie d'avant par la nouvelle en ayant les mêmes attentes financières. Et pour eux, du coup, c'était évidemment inimaginable. On est passé d'une extrême à l'autre, où dans l'autre vie, on gagnait beaucoup d'argent. Et c'est sûr, hein, quand tu dis que tu es directeur des ressources humaines dans une multinationale du tabac, les gens, ils disent « super, tu es directeur », mais je veux dire, en tout cas pour moi, c'est pas super valorisant. C'est clair qu'ici, des rémunérations est incomparable, mais pour moi, ça a vachement plus de sens d'avoir bossé ta journée et d'avoir des gens qui arrivent ici et puis qui ont la monstre banane, puis qui repartent en disant merci. Alors, ils t'ont donné de l'argent, en plus, hein, et ils repartent et ils disent « Ah, mais c'est génial votre truc, merci. » T'as envie de dire « Non, mais merci à vous, hein, c'est quand même vous qui avez payé. » Non, mais j'avais entendu une interview de Georges Blanc, le cuisinier lyonnais, et il disait « J'ai le plus beau métier du monde. » Et moi, j'avais un peu, je m'étais vachement reconnu là-dedans, je ne veux pas me comparer à Georges Blanc, mais il disait « Les gens viennent chez moi, ils me laissent faire un truc que j'aime faire, et puis ils repartent en me donnant de l'argent, et même pas mal d'argent, et en plus ils me disent merci. » Il dit « Que vous voulez que je fasse quoi de mieux ?» Et qu'est-ce que ça a changé avec vos enfants ? Le seul moment de la semaine où je les voyais, c'était de 7h30 à 8h30, quoi. Le moment d'aller se coucher. Et moi, je détestais ce moment-là. J'étais fatigué, et eux étaient fatigués, puis je trouvais que c'était nul. Moi, maintenant, du coup, on s'est organisé. Moi, je les réveille tous les matins. C'est moi qui les réveille le matin. Et c'est juste le meilleur moment de la journée, du coup. Je les amène au bus tous les matins. C'est un cadeau pour moi. Je dis, c'est rien que pour ça, s'il y avait une raison pour laquelle je trouve que c'est une réussite, c'est ça. Oups, ça casse. Boum. Pour conclure. Quand t'es lundi et que tu dis « Ah, je me réjouis que ce soit vendredi parce qu'on va aller faire un truc cool ce week-end », j'ai dit « Moi, je refuse de me réjouir que ma vie passe. » C'est horrible de te réjouir que ta semaine passe. Que 5 jours, de mettre 5 jours derrière. Mais t'as tellement peu de jours à vivre. Si tu commences à te réjouir qu'il passe, c'est horrible. Non, franchement, si tu te réjouis pas de chaque jour, faut changer quelque chose tout de suite. Parce que il t'en reste pas... On devient vieux quand même. Hein. Je parlais justement avec ce journaliste au téléphone en descendant la plage. Je me dis ça va, vous avez le temps là, vous avez de la flexibilité. Puis j'ai dit ouais, c'est un peu pour ça qu'on a changé de vie. J'espère que ce portrait vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode de Ils ont osé. Et en attendant, n'oubliez pas, rêver c'est bien, agir c'est encore mieux. C'était Mélanie Blanc du blog La vie en plus simple.